Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Si j'oublie un peu ce que je pense être le désir des autres. Social Calling, Jonas, épisode 4. Voyons ce qui, moi, me ferait le plus kiffer. Mais même si on me dit non 1000 fois, je continuerai à m'acharner. Je connais Jonas depuis 2 ans. On s'est rencontrés dans une loge avant une émission télé. Il était avec sa grand-mère, dont il a hérité un goût certain pour la cuisine, et venait parler de Grand'Masse Project, sa web-série collaborative qui met en scène des mamies cuisinant leurs recettes fétiches. Toutes ces recettes-là et toutes ces histoires-là constituent en fait notre patrimoine à tous, quoi. C'est du patrimoine immatériel. Jonas m'a expliqué qu'il voulait sonder ses origines, comprendre son histoire et parler de cet amour filial. Ah, l'amour. Jonas en connaît un rayon, apparemment. Écoutez son histoire, il a mis les petits plats dans les grands. C'est à moi. C'est à toi. Raconte-moi cette rencontre avec Benjamin. Alors, Benjamin, c'est mon meilleur ami et mon plus vieil ami. Souvent, j'aime bien dire les deux. On est nés à 18 jours d'écart, donc à l'automne 1982. Et on se connaît depuis toujours, puisqu'en fait, nos pères étaient déjà amis au lycée. Donc quand on est né, on s'est connus, vraiment, je pense, au bout de, si ce n'est quelques jours, quelques semaines. Et on a grandi toujours très proches l'un de l'autre, à tous les stades de la vie, en fait. Et donc, quand j'étais ado, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelle Julie. Et j'étais à l'époque un garçon plutôt introverti. Les filles que j'aimais bien moi, ou dont je tombais un peu amoureux, me prenaient pour un bon copain. Tu vois, j'arrivais pas trop à transformer le truc, quoi. Et bon, de manière générale, j'arrivais pas toujours à m'extravertir, à m'assumer, tu vois. J'étais pas forcément un garçon qui avait méga confiance en lui, quoi. Mais j'étais quand même très amoureux de cette Julie. Et je savais que je partais en vacances scolaires avec toute ma classe, dont Julie. Je savais plus quoi faire de cet amour qui me brûlait la poitrine et je voulais en fait en faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc à cette époque-là, j'étais en première, j'avais 16 ans, enfin on avait 16 ans, Ben et moi. Et souvent, il dormait chez moi le samedi soir. On mettait un matelas par terre dans ma chambre et on passait la nuit à papoter généralement et à se raconter différents trucs. Et donc, à l'approche de ce voyage scolaire, je m'ouvre à lui de la situation, quoi, où je me sentais vraiment dans une impasse. Ben m'a donné un conseil quand on avait 16 ans. Il m'a dit « on n'a qu'une vie ». Donc un conseil petit par la taille, c'est à peine quelques mots, mais qui m'a permis de débloquer tout un tas de situations dans ma vie future. Ça me fait penser... En fait, ce conseil, il a même un hashtag maintenant. Enfin, tu vois, le YOLO, en fait, donc en anglais, You Only Live Once. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les gens rattachent ça à une sorte de, tu vois, d'hédonisme, tu vois, ou de plaisir un peu épicurien, machin. You only live once, donc vas-y, mets-toi la tête en l'air, etc. Alors moi, je l'ai pas du tout pris comme ça, quoi. Je l'ai vraiment pas du tout pris comme ça. En fait, quand je réinvoque ce conseil, c'est souvent pour prendre des grandes décisions et réfléchir à qu'est-ce qui fait que j'aurais pas de regrets sur la vie que j'ai menée, tu vois, et que je pourrais me retourner sereinement derrière mon épaule et me dire, ok, tu vois, ce que j'ai fait était bien, quoi. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai accompli, quoi. Peu après mes 30 ans, donc quasiment 15 ans plus tard, j'en étais à un stade niveau boulot où j'avais réalisé un film documentaire à la sortie de mes études, donc un film que j'avais très envie de faire, sur une communauté juive en Inde, à Bombay. J'avais vécu à Bombay 4 mois, etc. Bon, méga kiff. Et puis après, en rentrant à Paris, je me suis un peu pris la réalité en pleine gueule. Donc pendant 2-3 ans, où après mes études, j'ai bossé comme serveur et en même temps j'écrivais des sujets de documentaires que j'envoyais à des boîtes de prod, je faisais des rendez-vous, machin, en espérant en fait gagner ma vie en tant que réalisateur de documentaires. J'ai pris crampe sur crampe, tu vois. Enfin, parfois j'avais des rendez-vous avec des chaînes, parfois ça allait un peu plus loin, machin, mais rien ne s'est signé finalement. C'était un peu désespérant, quoi, tu vois, c'était un peu désespérant. Moi, j'avais adoré faire mon premier film, le film avait plutôt bien marché en festival et tout, et je comprenais pas en fait pourquoi ça se transformait pas, tu vois.
Et je sentais bien en fait qu'il y a quelque chose que je faisais mal, quoi. Tu vois, il y avait quelque part où ça coinçait. Et puis j'en avais un peu marre d'être serveur aussi. À un moment, ça m'a saoulé aussi. Je fête mes 30 ans. À l'époque, j'étais en couple déjà depuis 2-3 ans, tu vois, mais voilà, ça décollait pas du tout niveau boulot, quoi. Et un soir, on se couche avec ma femme et impossible de dormir. Enfin, tu vois, ça faisait déjà plusieurs semaines, en fait, plus ou moins depuis l'anniversaire de mes 30 ans, ça me prenait la tête. Je faisais une sorte de bilan et vraiment pas satisfaisant de là où j'en étais. Niveau boulot, en tout cas. Ça mouline et tout. Et je me dis, bon, plutôt que d'être collé à ta meuf dans le lit comme ça, à penser, tu vois, et à penser, pas t'endormir, sors du pieu, va dans le salon, fais-toi un thé, prends un carnet, écris, enfin, fais quelque chose, mais voilà, t'arriveras pas à t'endormir, donc assume, quoi. Tu as fais-toi une nuit blanche, c'est pas grave, quoi. Ce qui m'a fait repenser du conseil de Ben 15 ans plus tard, en tout cas, cette fois-là, c'est que j'écrivais que des choses qui n'étaient pas l'expression, en fait, de ce qui, moi, me faisait plaisir le plus, mais qui était plutôt un calcul de je pense que ça, une chaîne, ça va, tu vois, genre si j'envoie ça à Canal, ils vont kiffer, si j'envoie ça à Arte, ils vont kiffer, ça va se vendre, machin. Et donc ce soir-là, je me suis dit, bon, bah voilà, ça n'a pas marché, ça ne peut pas être la bonne méthode. Donc si j'oublie un peu ce que je pense être le désir des autres, voyons ce qui, moi, me ferait le plus kiffer, indépendamment de ce que les gens en penseront, ce que mes potes en penseront, ce que mes parents en penseront, ce que ma meuf en pensera, est-ce que c'est économiquement valable ou pas, est-ce que j'arriverai à en gagner ma vie ou pas. Et j'ai en fait essayé d'enlever, donc tu vois, couche après couche, tous ces obstacles que je m'étais mis tout seul, en fait, tout connement, quoi. Et donc, pour arriver à ce qui était le truc qui me ferait le plus kiffer, le projet qui me ferait le plus kiffer, qui m'amuserait pendant des années, en fait. Tu vois, je me rendais bien compte que les projets précédents, s'ils se faisaient pas, je m'en foutais un peu, dans une certaine mesure. Et je me suis dit, quel est le truc que je voudrais faire, où si on me dit non, mais même si on me dit non 1000 fois, je continuerai à m'acharner. Et qu'est-ce qui va me donner cette motivation, ce moteur, pour insister jusqu'à que ça se fasse, en fait, le truc sur lequel je lâcherai plus l'affaire. Et c'est comme ça donc que j'ai eu l'idée de Grandma's Project. Parce que j'avais déjà filmé mes grands-mères en sortant de la fac de sociaux. Je voulais plus faire de sociologie, j'avais compris, je m'étais rendu à l'évidence que je voulais faire du documentaire. J'en avais jamais fait et donc j'ai acheté une petite caméra avec des mini cassettes DV et le premier truc que j'ai filmé, la première chose que j'ai filmé, c'était mes grands-mères, mais genre en long, en large et en travers, chez elles, en train de s'apprêter, en train de faire leurs courses, machin. Et en fait, très rapidement, beaucoup de temps passé avec elles était en cuisine. Et donc, à travers les recettes qu'elles me montraient, ou en tout cas juste en cuisinant, elles ne me montraient pas forcément des recettes, mais je me suis rendu compte que c'était le meilleur contexte pour un peu leur tirer les vers du nez, tu vois, leur faire parler de leur enfance, leur faire parler de leur histoire et donc indirectement de mon histoire. L'idée qui, moi, me séduisait le plus, en fait, tout connement, c'était de faire des films par d'autres, en fait, d'inviter des gens à faire des films sur leur grand-mère. De pas, moi, aller faire un tour du monde des grand-mères ou un tour de France des grand-mères, mais de proposer à des gens dans le monde entier de filmer directement, eux, leur grand-mère, comme moi, je l'ai fait, en fait, avec mes grand-mères, en 2005, de dire aux gens, prenez une cam et filmez vos grand-mères. D'une part, d'abord, filmer ces recettes qui sont magnifiques et qu'on est en train de perdre, et demandez-leur de raconter leur vie, quoi. Et apprenez votre histoire, quoi. Apprenons notre histoire, en fait. Moi, je voyais ça vraiment comme un truc collaboratif. Et donc, en me projetant là-dedans, donc je m'excitais, tu vois, tout seul, donc en pleine nuit. Et je me suis dit, putain, mais effectivement, si plein de gens dans le monde entier commencent à réunir dans une même plateforme, sur une même plateforme, des recettes, des récits, etc., et que tu as des Japonais qui font ça, tu as des Sri Lankais qui font ça, des Colombiens qui font ça et tout, mon sentiment, c'était que on pouvait dire toutes ces recettes-là et toutes ces histoires-là constituent en fait notre patrimoine à tous, quoi. C'est du patrimoine immatériel, etc. Et donc je vais sur le site de l'UNESCO, je me dis putain, c'est ouf, est-ce que personne n'aurait pensé à ça, genre les recettes comme patrimoine immatériel et tout. Et je me suis dit ce soir-là, donc quand j'ai un peu conçu le projet tel qu'il est aujourd'hui, je me suis dit franchement le truc qui ferait la bascule sur le projet, c'est obtenir le patronage de l'UNESCO, quoi. Et bon, après du coup ça m'a mis plusieurs années à l'obtenir, mais je l'ai obtenu, quoi. N'ayant aucun contact à l'UNESCO et tu vois, ne sachant pas comment prendre le truc, et l'UNESCO étant basé à Paris, je me suis dit, je vais aller alpaguer la directrice de l'UNESCO. Je vais la choper quelque part et je vais lui pitcher mon projet, quoi. Et donc, je la stalk, etc. Et je vois qu'à un moment, elle donne une conférence à la BNF un matin. Je vais à la conférence. Vraiment, genre, je pourrais pas dire le sujet parce que j'y allais pas pour ça. Je me pose au premier rang, près de la sortie et tout. Elle fait sa petite intervention. Et je vois qu'elle se barre en fait pendant la conférence. Tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui devaient parler, elle se barre. Donc je me barre aussi. Elle file, tu vois, comme ça, direct dans les couloirs de la BNF. Et en gros, je la chope alors qu'il y a genre plusieurs assistants, machin, etc., qui sont autour d'elle, qui genre me
me mettre genre, mais t'es un fou, genre, tu oses lui parler en direct et tout, genre, pourquoi tu t'incrustes dans notre groupe, en fait? Et en gros, en marchant, je lui pitch le truc, genre, Madame Bokova et tout, est-ce que je peux juste pas vous dire un mot sur mon projet? Je pense vraiment qu'il faudrait que l'UNESCO le soutienne, etc., machin. J'arrive à arracher la carte de visite de la directrice. Et en fait, après, du coup, j'ai fait un mail et ils m'ont rebasculé sur la responsable de tout le patrimoine immatériel de la culture. Comme ma recommandation, j'ai fait genre, je vous écris de la part de Irina Bokova, ils m'ont pris au sérieux, tu vois. Et voilà, quoi. Mais donc, c'est un exemple parmi beaucoup d'acharnement de ma part suite à cette nuit blanche. Et finalement, tu lui as dit je t'aime à cette Julie? Et finalement, j'ai dit je t'aime à cette Julie. Je tremblais. J'étais... Donc on était dans des sortes de ruines. Je sais plus si c'était à Rome ou quelle ruine italienne, parce qu'il y en a un paquet. Et donc on s'est retrouvés un moment tous les deux. Et genre, le temps était suspendu, quoi. Et en fait, vraiment le déclic, tu vois, je me suis dit comme un mantra, genre, ok, on n'a qu'une vie, vas-y, tu lui dis, quoi. Et donc je lui ai dit. Et ça a rien changé, puisqu'on n'est pas sortis ensemble. Mais au moins je lui ai dit, et j'étais hyper fier de moi. Et ça, en fait, c'était la première fois de ma vie, tu vois, que je dépassais ma timidité, que je dépassais mes frayeurs, quoi. Au moins de l'avoir dit, c'était un très gros pas en avant. Merci d'avoir suivi ce 4e épisode de Social Calling. Et pour celles et ceux qui aiment les histoires de cuisine, je vous invite à écouter Casserole, le podcast de bon goût de Zazie Tavissian. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Charlotte, qui m'a raconté son parcours du combattant dans les méandres du système bancaire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite!